Bien, bien, bien. Lors de ma dernière présentation, j'avais parlé des bibliothèques dans le passé. Et ben maintenant, assez logiquement, je vais parler des bibliothèques dans le futur parce Ok. que il y a beaucoup d'innovations dans le sens. Jadis, les bibliothèques étaient plutôt monumentales parce qu'il fallait stocker des archives, mais depuis quelque temps, l'humanité produit de plus en plus d'archives. Donc, Oui. assez logiquement, la seule solution, c'est la miniaturisation. Les archives rapetissent ou se D'accord. dissolvent. On fait des archives numériques. Le seul problème, c'est que les archives numériques, ça pèse très très lourd. En termes de données, on n'en a pas l'impression, mais ça pollue plus que, par exemple, que l'aviation civile. Les data D'accord. centers consomment énormément d'énergie. Donc, on fait aussi des archives solides, des microfiches, des nanofiches maintenant, Mhm. et même des archives sur de l'ADN synthétique. De C'est- l'ADN Et il y a des synthétique. C'est-à-dire, ouais, Ouais, c'est quoi? c'est-à-dire. Eh ben, c'est-à-dire que les lettres d'un texte, par exemple, vont être codées comme sur une molécule d'ADN, adénine, thymine, guanine, cytosine, sauf que là, c'est des algorithmes qui transposent sur de l'ADN synthétique. Ne me demandez pas exactement comment ça marche, je ne pourrais pas vous dire, mais... Ok. Ça Et reprend le voilà, par principe de exemple, l'ADN, quoi, en fait. voilà, c'est ça. Ok. Depuis Je voudrais dire. novembre 2021, Ah, il y a la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne qui sont aux archives Ouais. nationales sur de l'ADN synthétique, donc dans deux petites gélules qui ressemblent à des cachettes Doliprane, sauf que ce Wow. sont des textes intégraux. impressionnant. D'accord. C'est ouf. Voilà, mais ce n'est qu'une introduction parce que depuis qu'on fait ces archives toutes petites, il y a des entreprises qui ont eu l'idée, bon, géniale ou saugrenue, hein, tout dépend du point de vue duquel on se place, de les éparpiller un petit peu partout, sur D'accord. Terre et dans l'espace. Alors en 2016 a été fondée la Arch Mission Foundation par Nova Spivak et Nick Slavin, qui Ouais. crée des bibliothèques miniatures et les envoie un peu partout sur Terre et dans l'espace, comme je viens de le dire. Par exemple, en février 2018, ils ont créé l'intégrale de la saga Fondation d'Isaac Asimov sur 5 Ouais. mini-disques durs et ils l'ont envoyé avec la Tesla Il l'a envoyé dans la envoyée Tesla? par voilà dans C'est dans vrai. la La Tesla Tesla, la là, voiture qui est autour de la planète, là, c'est ça? qui est autour du Soleil et ils appellent ça la librairie solaire. Bon, sauf que c'est D'accord. pas une librairie, ce sont des mini-disques qui ont été rangés dans la boîte à gants. Ok. Bah, après, le nom est classe, hein, j'avoue, librairie solaire. Voilà. Après, je sais pas si j'ai. Tu vois, je pense que les gens ils adorent se faire le petit parallèle lecture et farniente au soleil, tu vois. Je pense que là c'est peut-être un petit peu trop pris au pied de la lettre, mais Ils ont poussé le truc à l'extrême. c'est ça. C'est clair. Mais cette fois-ci, je vais vous parler d'un échec, puisque cet échec de cette fondation a fait beaucoup parler de lui. C'était en avril 2019. Il a été envoyé une bibliothèque sur la Lune, sur la sonde israélienne Bereshit, sauf que cette bibliothèque Ouais. s'est perdue. D'accord. Bon, Dans en fait, la l'espace. sonde s'est crashée quelque part dans la mer de la Sérénité, qui est Ouais. une mer au nord de la Lune, et on n'en a plus de nouvelles. Cette bibliothèque consistait en 30 millions de pages gravées sur des nanofiches réparties sur 25 disques de nickel. Ouais. Il y avait 25 millions de pages du Wikipédia anglais, des classiques de la littérature, des récits historiques, des tutos linguistiques et tours oui. de magie, des échantillons ADN de divers produits terrestres, et aussi Ouais. des membres de la boîte qui avaient profité, et des tardigrades. Alors les tardigrades, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont des petites créatures qui font 1 mm de long à peu près. On les appelle aussi les oursons d'eau parce que ça ressemble à un mélange d'ours et de chenilles quand c'est vu de près au microscope. Et ils ont la particularité d'être très résistants à tous les milieux. Ils arrivent à survivre dans l'espace, par exemple. Ils sont assez mignons, en fait. Je suis en train de regarder sur Ah oui, Google. oui. Oui, alors bien Bah, sûr tout est justement. relatif. Si tu regardes un peu la bouche, je sais pas trop, tu vois, ça ressemble plus à une espèce de gros verre de dune là, ou je sais Ouais, pas, ça a un mais peu des vers des sables, ouais. ouais voilà. Mais Et ils ont sinon un ouais, petit côté, c'est le vrai que petit c'est bidou et tout, et c'est un petit côté un oui, peu fini choupi, oui quoi. c'est vrai, ils ont l'air un peu dufteux. Ça pourrait être pire, on va dire. Et bon, cette bibliothèque perdue dans l'espace avec ses petits tardigrades a fait Ouais. beaucoup parler d'elle, notamment parce que bon, beaucoup d'internautes ont dit comme vous, oh c'est trop mignon, il y a des tardigrades sur la Lune maintenant, quand la nouvelle s'est répandue sur le net. Des scientifiques ont dit que non, c'était pas mignon, mais complètement débile, parce que les tardigrades risquaient de polluer la Lune. Ah bon? Ah oui, on n'est pas censé en fait envoyer des matériaux vivants
tout comme des échantillons d'ADN sur la Lune ou tout autre corps céleste comme ça, parce que justement... En fait, s'il y avait eu de la vie sur la Lune, ou tout simplement, en fait, ça foire le fait qu'un jour on trouve de la vie sur la Lune, parce que ce sera peut-être juste nous qui l'avons envoyé, quoi. Tout à fait, c'est tout à fait ça. C'est pour ça aussi qu'il y a certains scientifiques qui pensent qu'on devrait garder Mars vierge de présence humaine le plus longtemps possible, parce qu'il y a de fortes chances pour que les bactéries martiennes et terrestres se ressemblent trop, en fait, et qu'on ne sache plus distinguer les unes des autres. Ah, je savais pas ça, tu vois. D'accord. Comme elles sont cousines, en fait. Oui, ça se tient, oui. Voilà, et puis des bibliothécaires ont dit que c'était nul d'avoir pris Wikipédia comme source d'information, parce que ce n'était pas fiable du tout. Bon, de toute façon, on ne sait pas si cette bibliothèque a survécu ou non, ou si elle est en un seul morceau ou en 1000 morceaux, et de deux, il faudrait que quelqu'un la trouve et un microscope pour la consulter, parce que oui, tout est sur nanofiche, donc ce n'est consultable que par microscope. Oui, Ça donc en fait fait, beaucoup de hasards improbables quand même. c'est la bibliothèque perdue de la Lune, quoi. En fait, on la retrouvera jamais. Voilà, on sait c'est pas où elle ça. est, quoi. D'accord. Enfin, on sait vaguement où elle est, parce qu'on a vu le point d'impact de la sonde, mais en fait, elle pourrait être éparpillée dans la poussière, c'est difficile. Ouais. Et puis Ce serait les difficile petits de la trouver. tardigrades ont dû partir aussi. Non, ils étaient lyophilisés, donc ils n'ont pas pu aller bien loin. Ah, bon, bah tant pis. De toute façon, il y a bien d'autres choses sur la Lune. Là, je l'ai appris en faisant cette chronique. Parce que, bon, suite au crash de Bereshit, donc les responsables de l'agence ont dit que c'était pas grave que cette sonde se soit crashée, puisque soit la bibliothèque était intacte et il y avait bien une bibliothèque sur la Lune, soit elle n'était pas intacte et il y avait des ruines de bibliothèques sur la Lune. Ah. Bon. Ça s'appelle être quand même de très mauvaise foi, mais... C'est pas faux. Et du coup, ça m'a fait réfléchir. Et je me suis dit, si cette bibliothèque est une ruine, quel statut patrimonial on va lui donner? Ah. Et d'une manière générale, quel statut patrimonial on donne aux objets envoyés dans l'espace? Eh oui, c'est vrai que c'est une bonne question. Et en fait, c'est pas du tout évident. Ouais, tu m'étonnes. Parce que, bon, le droit de l'espace est déjà très compliqué. Le traité de 1967 sur l'espace, qui a été ratifié par la plupart des puissances terrestres, disait que l'espace, en gros, est un bien commun de l'humanité. Personne ne le possède pour l'instant. Enfin, on espère que ça va durer parce qu'il y a eu quelques petites lois entorses qui ont été rajoutées qui permettent notamment d'exploiter certaines ressources sous certaines conditions. Et une autre partie du traité dit que les artefacts appartiennent aux nations qui les ont lancés. Donc, en toute logique, c'est à eux de les récupérer. Et ça, c'est problématique aussi parce que bon, tout le monde ne peut pas récupérer ou surveiller ces objets de la même manière selon les endroits où ils se trouvent, et surtout sur un territoire qui est censé appartenir à tout le monde. Donc, il y a divers organismes qui se mettent en place pour réfléchir à ces questions. Par exemple, à propos de tout ce qui se trouve sur la Lune, il y a une ONG qui a été créée en 2017, For All Moonkind, avec noté le subtil jeu de mots, qui s'occupe du patrimoine sur la Lune et qui a décidé donc de donner un statut patrimonial inviolable à un certain nombre de sites et de marques humaines sur la Lune, comme les premiers pas des astronautes qui s'y sont posés pour la première fois. En fait, on parle de pollution par tardigrade, mais depuis entre 1969 et 1972, on a laissé beaucoup d'artefacts différents sur la Lune. Je vais vous en citer quelques-uns. Une plume de faucon, 12 paires de bottes. Bah, ce sont les astronautes qui ont laissé un peu de tout et n'importe quoi. Hein. 2 balles de golf. Une Bible. Une Bible, oui, logique, Des photos de famille aussi, mais bon, qui maintenant, à cause des radiations, doivent être complètement effacées. Bien sûr, il y a une cinquantaine de restes de véhicules spatiaux de toutes sortes. Une petite œuvre d'art, une petite statue intitulée Fallen Astronaut, qui a été créée par une artiste belge et qui en fait rend hommage aux astronautes morts pendant la conquête spatiale dans les années 60. Et 96 sacs remplis de déchets et de déjections des astronautes de toutes les missions Apollo. Ils se sont débarrassés de leurs poubelles sur la Lune, en gros. Donc il y avait déjà de l'ADN en fait. Oui, en fait, il y en avait déjà finalement, avant d'y envoyer de l'ADN de bibliothèque. De l'ADN et des tardigrades. Alors comme vous voyez, ce sont des... Il y a beaucoup à dire sur les artefacts qu'on envoie non seulement dans la Lune, mais dans l'espace autour de la Terre aussi, parce que autour de la Terre, il y a environ 9600 tonnes de matériel qui tourne en orbite. En termes de déchets, ça fait quand même pas mal de choses. Et tous n'ont pas des statuts non plus très clairs ou ne seront pas désorbités avant un certain temps. Parce que
Il faut savoir que les satellites se désagrègent tout seuls dans l'atmosphère au bout d'un certain temps, mais selon leur hauteur, ça peut prendre beaucoup de temps, plusieurs siècles. Et en attendant, il peut se créer une infinité de déchets. C'est l'effet Kessler, en fait, quand du matériel de vaisseaux heurte du matériel d'autres vaisseaux et crée des petits débris qui créent même d'autres petits débris, et ainsi de suite, créant des champs de débris. Ce qui est problématique à la fois pour les astronautes qui risquent de connaître le sort de George Clooney et Sandra Bullock dans Gravity, en fait. Ben oui, c'est ça. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est de l'anticipation. Hein. Ouais, carrément. Complètement, en fait. Déjà, bon, l'ISS ne se trouve pas, par exemple, dans une zone où il y a énormément de déchets, mais ils doivent quand même faire plusieurs manœuvres par an pour les éviter. Et sur une orbite plus haute, il est impossible de se déplacer. En fait, il y a trop de déchets. Donc, il y a des startups qui commencent à mettre en place des projets pour désorbiter les plus gros morceaux, mais là aussi, ça prend du temps. Comparé aux palanquets de satellites qui sont envoyés par des groupes privés comme SpaceX, justement. Oui, bien sûr. Ouais. Et c'est aussi problématique pour les astronomes parce que ça gâche complètement leur travail, en fait. Ils ne voient plus bien le ciel, on voit des petits traits à la place qui passent. Ouais, ça, je me souviens, j'en avais entendu parler quand il y avait eu le lancement de SpaceX en 2020. Et très récemment, il y a l'Union astronomique internationale qui vient d'officialiser la création d'un centre pour la protection du ciel étoilé contre les constellations de satellites. Et voilà, on leur souhaite bien du courage parce que pour lutter contre des groupes privés, il va en falloir. Ouais, tu m'étonnes. Je voulais vous parler également de projets archéologiques dans l'espace, enfin dans l'espace et depuis l'espace. Je vais vous parler du travail d'Alice Gorman, qui est archéologue de l'espace. En fait, elle est australienne, elle travaillait à la base sur les civilisations aborigènes. Et elle s'interroge aux artefacts qui tombent depuis le ciel. Parce que, bon, au bout d'un certain temps, certains morceaux de satellites finissent par tomber sur Terre. Et pour certains, ils ont bien voyagé, ou même des morceaux de fusée qu'on avait envoyés je ne sais où et qui sont revenus. Et certains sont assez anciens quand même, puisque les premiers débris spatiaux datent des années 50-60. Ouais. Le Sputnik a été lancé en octobre 1957, donc ça fait quand même 65 ans cette année, c'est pas si mal. Ouais, c'est pas négligeable, ouais. Et voilà. Et actuellement, il y a un projet qui est lancé sur l'ISS directement parce que il y a eu une annonce récente sur le futur de l'ISS qui n'est pas très brillante puisque c'est un vieux vaisseau assez abîmé dont la maintenance prend de plus en plus de temps. Donc il va être désorbité en 2031. Ok, d'accord. Désorbiter, ça veut dire démonter et ramener voilà, sur Terre. démonter, et en fait, il finira sa course dans le Pacifique, et il rejoindra les restes de la station Mir, qui se trouve quelque part dans le Pacifique, dans un endroit qui s'appelle le pôle maritime d'inaccessibilité, c'est-à-dire en gros la zone la plus éloignée de toute Terre. D'accord, oui, c'est pour éviter qu'il y ait un problème au moment de la chute, j'imagine. Voilà, c'est ça. Bon, mais c'est pareil, parce qu'une partie du matériel est désagrégée quand il rentre dans l'atmosphère, mais il y a quand même des débris qui restent. Oui, c'est bien de dépolluer l'espace, mais bon, si c'est pour polluer la mer ensuite, c'est cool, quoi. Oui, surtout que bon... D'après Lovecraft, le point maritime d'inaccessibilité, c'est l'endroit où se trouvent les grands anciens, donc je n'irai pas fouiller là-bas non plus. Exactement. On balance nos déchets stellaires sur les grands anciens, en fait. Trop bien. Tout à fait. Meilleure idée du monde. Voilà, à propos de ce projet archéologique dans l'espace, donc, ça consisterait à prendre des photos de toutes les parties de l'ISS internes pour voir comment elles sont utilisées au quotidien, en fait. Mais bon, moi, ça me fait plutôt penser à un projet anthropologique qu'un projet archéologique, puisqu'il n'y a pas le moindre fouille là-dedans. Bah, c'est de l'archéologie du futur, quoi, en fait. Ça me choque pas, parce que tu vois, au final, on y viendra, tu vois, faire ce genre de choses. Au final, quand tu fouilles t'es pas forcément obligé de déterrer, l'important c'est de nettoyer et de comprendre le contexte du bâtiment. Quand on fait de l'archéologie contemporaine, au final, de la fouille, t'en as, mais t'as aussi de l'étude de bâtiment, surtout. Donc là, c'est l'étude de satellite, j'imagine. Mais c'est vrai que c'est étrange. Oui, enfin... C'est l'étude de l'intérieur de la station, en fait, parce que, bon, Alice Gorman, cette archéologue, qui est donc à la fois à For All Mankind et à une autre organisation qui s'appelle Just Space Alliance, qui essaye donc, pareil, de régler les problèmes juridiques dans l'espace. Elle n'y va pas elle-même, elle n'est pas astronaute, mais en gros, elle a envoyé tout un planning aux astronautes qui s'y trouvent actuellement pour qu'ils fassent des photos qui quadrillent les différentes parties de l'intérieur de l'ISS et qu'ils y fassent régulièrement des photos. Oui, ils vont faire des relevés, en fait. Voilà, exactement, les relevés. Et après, ils les lui transmettent. Donc bon, effectivement, comme tu dis, moi, je ne suis pas spécialiste. J'ai vu plusieurs débats sur le sujet
Est-ce que c'est de l'archéologie du futur ou de l'anthropologie? Qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces données aussi? Oui, ça après, Donc, est-ce que l'utilité de la chose, c'est peut-être plus pour stocker et se souvenir peut-être de comment c'était utilisé? Parce que est-ce qu'on a vraiment oublié la manière dont on se servait de nos bâtiments stellaires dans les années 50-60? Je sais pas. Enfin, je pense pas. Il y a c'est toujours les une gens qui bonne sont toujours vivants, question mais c'est quand parce même. que bon, Ça peut pas être de l'histoire parce que c'est pas des traces écrites, mais pour moi, l'archéologie, c'est avant tout l'étude des objets laissés par les humains avant que ce soit des principes de fouille. Et mine de rien, un satellite ou une station spatiale, c'est un objet laissé par un humain. C'est juste que là, c'est bizarre parce que c'est dans l'espace, quoi. c'est juste. Effectivement, bon, de toute façon, je suivrai ce projet parce que ça m'intéresse, hein, Ouais. pourquoi pas voir ce qu'ils vont faire de toutes ces données, parce que c'est une première aussi, par exemple, il n'y avait pas eu de données comme ça pour Mir ou Skylab. Oui, c'est vraiment la Là, première. juste, C'est des voilà, pionniers, quoi. justement parce que à l'époque, les sciences sociales avaient tendance à être un petit peu méprisées. On envoyait des matheux purs et durs dans l'espace. Enfin, on n'envoie toujours que des Oui, matheux c'est ce que j'allais dire. Les et sciences des sociales sont toujours scientifiques dans méprisées. l'espace. Ça n'a pas changé. Mais bon, il y a quand même des Mm. changements. Voilà. Et sinon, le Ok. projet archéologique depuis l'espace, Ouais. là, c'est différent. Parce qu'on en parlait, on en avait parlé enfin, tu en avais parlé avec un intervenant dans une autre des émissions. Ah bon? C'est que voilà, les satellites servent aussi à faire des relevés de la Terre, notamment pour tout ce qui est étude du climat et des changements de terrain, Ah oui, vus ça doit d'en être avec haut, Jules, ça. mais voilà. Mais également, on peut s'en servir pour faire de l'archéologie. Ouais, oui, c'est vrai. Et là, Dis-moi en en plus. l'occurrence, c'est une archéologue qui s'appelle Sarah Parsac qui a créé en 2016 le projet Global Explorer, qui est en fait d'essayer de repérer des sites archéologiques depuis l'espace à partir de données de satellites. Ouais, ça c'est cool. J'en avais entendu parler, c'est Et assez génial comme principe. Et en fait, c'est une application que tout le monde peut télécharger et utiliser. Bien sûr, il faut s'inscrire, il y a quelques procédures, mais on a le droit de... Bon, comme ce sont des satellites qui partagent des données avec tout le monde, bon, en plus c'est du recyclage, il y en a certains qui sont assez anciens, je crois, tout le monde peut regarder et on peut essayer de trouver ou de Ouais. signaler des événements inquiétants comme des tentatives de pillage. Si on voit un site qui est tout d'un coup constellé de petits trous, c'est mauvais signe, ça veut dire que quelqu'un est en train de creuser. J'aime beaucoup cette idée parce que je trouve que ça fait partager un peu le principe de l'archéologie à des gens depuis chez eux, quoi. Il y a un côté très, on fait participer le monde entier. Et ça, j'aime bien, je trouve. Moi aussi, c'est pour ça que j'ai trouvé ça très sympa. Et puis, j'essaye aussi, en tant que bibliothécaire, de créer des ponts entre les disciplines, puisque j'ai fait ce métier justement parce que je n'ai pas fait d'études de biologie, Ouais. mais j'ai fait des études de littérature et les sciences exactes m'intéressent toujours. Donc, j'ai envie de faire des chroniques qui font dialoguer un peu les sciences humaines et les sciences exactes. Et là, ça me Ouais. paraissait bien dans le ton. Bah, carrément, oui, tout à fait. Je me réjouis qu'on essaye de faire des expériences un peu anthropologiques et historiques sur des thèmes qui paraissent liés uniquement à la science-fiction. Oui, mais de toute façon, là, comme disait un célèbre chroniqueur sur cette chaîne, la science-fiction, c'est avant toute chose explorer le futur pour tenter de trouver des réponses dans notre présent, en fait, en réalité. Mais Je vous donne juste un dernier petit ouais, conseil d'une exposition à voir en ligne, en fait. C'est Mhm. une ouais, exposition qui a eu lieu en 2019 à la BNF, c'est-à-dire la Bibliothèque nationale de France, et ça s'appelle Le Monde en sphère. C'est en fait des globes terrestres et célestes rassemblés depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, donc des objets et des cartes qui datent de plusieurs siècles avant Jésus-Christ jusqu'à nos jours, et ça montre l'évolution de la compréhension de la représentation de la Terre et du cosmos à travers l'histoire. Et c'est c'est trop vraiment chouette. bien parce qu'il y a toutes les civilisations et Bah, c'est trop vraiment bien. je vous la Cool, ouais. conseille. Ok, bah merci du Super. conseil. Merci du conseil et merci de ta participation pour cette chronique. C'était hyper intéressant, j'ai trouvé, franchement, chapeau. Bien joué. Grave. Après, entre guillemets, pour l'instant, notre archéologie se limite à ce qu'on a pu envoyer, donc on est sur une sorte de ceinture de déchets. Voilà, Oui, on n'est pas allé encore très loin, quoi. Mais le truc, c'est que les possibilités, elles, sont réellement infinies. oui, Bah, on a quand même c'est clair. envoyé dans les années 70 des artefacts assez loin, les plaques pionnières Oui, et puis il y a bien un moment donné où où et on la pourra les sonde récupérer, quoi. voyageur, moi aussi. Oui, oui, voilà. Bah, oui, non, mais bien sûr, on est quand même allé loin, quoi. Mais Après, reste à savoir si elles seront réceptionnées et de quelle manière, en fait. Oui. Mais en tout cas, Et j'aimerais dire une chose, c'est que je trouve que le métier d'archéologue de l'espace, c'est quand même assez stylé. Voilà, ça se pose là. honnêtement, c'est presque inspirant, tu vois, genre Ouais, c'est clair. si j'avais ce, tu vois, genre ce choix dans un jeu de rôle tous les jours, quoi.
Genre, tu vas être quoi? Non, je vais être archéologue de l'espace. Archéologue de l'espace. Voilà. Il y a un côté très Indiana Jones un peu. Indiana Jones de l'espace ou xéno-archéologue, tu vois. Enfin, Ouais, c'est ça. Ouais. c'est l'étape d'après, tu vois, la xéno-archéologie, l'étude de civilisation stellaire. J'ai hâte, on connaîtra jamais des trucs comme ça, mais j'ai hâte que ça puisse un jour peut-être arriver. Ça serait trop ouf. T'imagines s'il y a des gens qui viennent sur Terre et qui nous fouillent, nous, alors qu'ils ont tout oublié du passé, de la Ouais. Terre, d'où ils viennent, ce serait ouf. C'est ça. Ce serait triste surtout, mais oui, après. Oui, aussi, ça serait un peu triste, c'est vrai. après, ouais, carrément. Mais super intéressant. Mais merci pour ta chronique, Isma. Ouais, merci Pas beaucoup. de rien, c'était un plaisir de la faire. Ah, bah, c'était un C'était plaisir un pour nous. plaisir de l'écouter. Oh. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.